samedi à 22 h sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Génération République, l'émission qui, chaque mois, établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Ce mois-ci, nous sommes venus ici à Montreuil, au lycée Jean Jaurès, à la rencontre d'étudiants en deuxième année de prépa littéraire. Pour ce numéro, nous avons choisi de parler de l'engagement. Est-ce qu'on s'engage toujours ou est-ce qu'on se mobilise plutôt? Et l'engagement est-il davantage individuel, collectif ou transnational? Pour les éclairer, pour interagir avec les jeunes, ce mois-ci, notre invité, c'est Ronnie Broman de Médecins sans frontières. Allez, immersion! Puisqu'on parle de l'engagement, on va essayer de voir les différentes définitions qu'on peut en faire, qui existent ou celles qui nous viennent. Alors moi, il y en a une que j'ai retenue, c'est celle du philosophe qui est Miguel Benassayag, qui dit « S'engager, c'est se sentir convoqué à agir ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le fait de se sentir convoqué à agir, Hugo? L'engagement, enfin en tout cas pour moi, c'est plutôt quelque chose de personnel et qui justement se passe vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses propres convictions. Le fait de se sentir convoqué, j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de se sentir obligé et obligé vis-à-vis d'autres gens. Donc je dirais que je suis pas d'accord avec ce Miguel. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Basile. Salut. Bonjour. Ça te parle, Basile? Ouais, c'est-à-dire que quand on s'engage, on pense à une liberté d'action, mais ensuite, il ne faut pas penser à se ferrer dans un engagement et se ferrer dans quelque chose d'un petit peu trop... dogmatique. Oui, voilà, c'est ça. On peut s'engager tout en restant quand même libre et conscient qu'on peut aussi se retirer de son engagement, avoir d'autres... Moi, je veux bien réagir à ce qu'a dit Basile. En fait, je suis assez d'accord avec lui et je pense qu'effectivement, dans la notion d'engagement, il y a une liberté, tant qu'on se pose toujours la question de savoir si on est toujours en accord en fait, avec la cause qu'on défend. Parce qu'effectivement, quand on s'engage pour que ce soit une cause politique ou autre, au début, on va être sûrement d'accord avec les convictions, puis après, on va peut-être se sentir enchaîné, on va avoir peur de partir. Et en fait, je pense que dans l'engagement, c'est très important en fait, de toujours réfléchir à se dire, est-ce que c'est toujours ça? Se remettre en question au fur et à mesure. Et c'est là en fait que la liberté intervient dans l'engagement, je pense. Stéphanie? Je sais que moi, personnellement, l'engagement, c'est quelque chose qui me fait plutôt peur et que du coup, je sais que personnellement, je serais incapable de vous dire pourquoi je vais m'engager ou pour qui, ou est-ce que je serais capable même de m'engager franchement dans quelque chose. Ce sera plutôt quelque chose de ponctuel et de... Tu évoques quelque chose qui implique le fait que quand on s'engage, on est dans un temps long. Parce que finalement, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en parle très peu de l'engagement et qu'on parle plus, par exemple, du fait de se mobiliser? Aujourd'hui, on est quand même dans une société de l'instantané, plutôt. Et la mobilisation est plus éphémère que l'engagement. Je pense qu'on a un petit peu perdu cette notion d'engagement sur le temps long, cette notion de vraiment donner de son temps, donner de sa volonté, de sa capacité d'agir. Et une mobilisation, voilà, ça va être sur un jour, c'est plus éphémère. Oui, en même temps, j'ai l'impression qu'on nous laisse aussi moins le choix de l'engagement militant parce qu'avec le flux d'informations qu'on reçoit chaque jour et auquel on nous demande de nous intéresser, on est vraiment dispersé et du coup, voilà, une journée, il faut s'engager pour... les retraites, la manif c'est aujourd'hui, demain ce sera le mariage gay, après-demain ce sera, je sais pas, les abeilles qui disparaissent au fin fond de... Non mais c'est vrai, il y a vraiment de ça. Et du coup c'est moins un engagement qu'une mobilisation et qui permet pas non plus de s'engager sur le long terme. Ronnie Broman, qui est notre invité pour cette discussion, pour cette émission de Médecins sans frontières, voudrait intervenir. Bonjour Ronnie Broman. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? Finalement, trop de sollicitations fait qu'on perd le sens? Oui, il y a sans doute cette multiplication des sollicitations qui était illustrée de façon très, très vivante, très amusante à l'instant, les abeilles, ceci, cela. Mais je pense que ce qui différencie l'engagement tel qu'on peut essayer de le penser aujourd'hui et celui qui était vécu hier, quand je veux dire hier, je pense, disons, à l'époque de la confrontation idéologique de le communisme contre le capitalisme ou le libéralisme. C'était à la fois l'époque des grands intellectuels et l'époque des grandes simplifications, puisque finalement,
Il y avait d'un côté la lumière, de l'autre côté les ténèbres, d'un côté la justice, de l'autre côté l'oppression. Tout cela, ça appartient maintenant au passé. Ça n'est plus possible. La chute du mur, mais surtout la chute du communisme dans les esprits, complique évidemment l'engagement. C'était l'histoire qui nous fournissait le sens global. Aujourd'hui, nous sommes privés de cela, alors il faut réfléchir par nous-mêmes et c'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais revenir effectivement sur ce qu'a dit René Brouman, parce que pour moi, effectivement, le fait qu'il y ait une grande complexité, qu'il y ait énormément de propositions qui soient faites, ça rend l'engagement plus compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin peut-être que je parle seulement personnellement, mais nous les jeunes, on a un petit peu peur de l'avenir et du coup peur de l'engagement. Bah, écoute, on va continuer à parler justement de ce que tu dis, le rapport à l'avenir, le rapport à l'espoir, aux perspectives qui peuvent se dessiner devant nous. D'abord, je voudrais qu'on retrace rapidement dans un reportage les différentes étapes de l'engagement au travers de l'histoire, et ce, en gros, depuis la Révolution. On regarde, on en parle après. Il y a bien eu Voltaire, Diderot, Rousseau, mais outre ces quelques plumes individuelles appartenant au courant des Lumières qui égratignaient le roi, le véritable engagement politique du peuple naît avec la Révolution française en 1789. La notion d'engagement renvoie à un vocabulaire religieux, prononcer ses vœux, et un vocabulaire militaire, s'engager. Entre les deux, il y a à partir de 1789 un espace qui est un espace public de débat, de confrontation idéologique, culturelle, politique. Et là, c'est la nouveauté. C'est une rupture parce que c'est le premier moment historiquement où des individus ordinaires, disons, ont été mobilisés en faveur d'une action. Formé en 1789, c'est avec le développement de la démocratie que l'engagement va s'organiser. En 1848, les clubs, ancêtres des partis politiques, en 1884, les syndicats et même les fameuses associations en 1901. Autre étape, l'État pousse à s'engager par patriotisme. En 1914 d'abord, dans les tranchées, en 1939 ensuite, dans cette première partie du XXe siècle, l'engagement concerne les masses. Ce qui est nouveau dans les années 30, c'est que se constituent des organisations de masse qui vont au contact du plus grand nombre et qui tentent d'amener ce plus grand nombre à s'engager. Communisme, fascisme, Front populaire, des idéaux pour lesquels on s'engage dans l'espoir de transformer la société. Après 1945, en marge des mouvements, on retrouve des figures engagées telles que Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou Hannah Arendt. Tous les grands changements sociaux, les changements institutionnels, mais aussi les changements dans les conditions de vie, c'est le produit de l'engagement collectif des individus, d'un engagement syndical et politique. Mais la désillusion arrive avec la crise des années 80. Tout le cadre social autour duquel fonctionnait la société française est remis en question. Les horizons d'espoir deviennent plus flous. Tout cela déconcerte, désenchante et peut-être donc désengage. Alors, est-ce que vous avez l'impression que quand on perd ses illusions, eh bien, on se désengage, ou alors c'est le moment où on a vraiment l'impression qu'on a besoin d'un ressort et d'agir? Je pense pas que les deux soient contradictoires. Je pense qu'on peut voir qu'il y a plein de choses qui vont pas, qu'il y a de la désillusion et qu'à la fois, du coup, on a l'espoir de faire changer les choses. Qui croit en l'engagement aujourd'hui? Je la trouve un peu insensée comme question. Mais... Merci beaucoup. Alors vas-y, je t'écoute. Je vois pas comment on pourrait ne pas croire en l'engagement. Enfin, c'est quand même quelque chose qui nous touche à peu près tous. Et pas forcément au même moment de la vie, mais on passe tous par des phases d'engagement, je pense. Quelle que soit la cause, quelles que soient les raisons. Mais... Alors au-delà de la théorie, en quoi tu t'engages, toi? En quoi je m'engage? Ouais. Ah, mais c'est personnel, ça. Mais ça va, on est entre nous. Après, on ne s'engage pas forcément pour faire changer les choses. On peut aussi s'engager pour faire entendre une voix. Et je sais que, par exemple, avec le mouvement du mariage pour tous, beaucoup de jeunes se sont engagés en allant manifester, ou pour le contraire d'ailleurs aussi. Et là, pour le coup, je ne pense pas que c'était particulièrement pour changer quelque chose, mais c'était plus pour faire entendre la voix de la jeunesse. Ça peut être aussi un engagement très symbolique. Juste un coup de gueule ou un coup de cœur pour une réforme. Peut-être, René Brouman, vous souhaiteriez intervenir sur ce qui a été dit jusque-là? Oui, je viens sur cette question de
de l'espoir pour insister sur le fait que nous sommes incapables, je pense que c'est un trait de l'espèce humaine, nous sommes incapables de vivre entièrement au présent. C'est un peu ça qu'on appelle l'espoir d'une certaine manière, c'est-à-dire que cet avenir, il soit meilleur ou que le présent recèle un potentiel d'amélioration qui nous projette vers cela. Il me semble que sans cela, il n'y a pas de possibilité ni de mobilisation ni d'engagement. D'accord. Louis, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que justement on s'engage parce que il y a de l'espoir? Toi, tu t'es engagé? L'espoir est paradoxal. L'espoir, c'est à la fois la plus belle chose et la pire chose qui s'échappe de la boîte de Pandore. Comment dire, moi, je me suis engagé avec le Parti socialiste quand j'avais 17 ans. Et je l'ai quitté il y a quelques mois parce que voilà, j'avais un peu le sentiment d'être trahi. C'est-à-dire tu les as amenés au pouvoir et après tu t'es dit bon maintenant voilà, je les laisse tranquilles. C'est que, en même temps c'est un peu bête de ma part parce que je me disais oui les choses vont changer, ça va être immédiat, ça va être comme pour Obama, d'un claquement de doigts tout ira mieux. Et en fait non, c'est plus compliqué que ça. Mais donc après avec mes études etc. Bon, j'ai pas eu le temps non plus de rentrer vraiment dans cette dynamique de l'engagement. Après, c'est plus par manque de temps et parce que je réglais pas non plus mes cotisations, mais voilà. C'est ça, on est toujours rattrapé finalement par la réalité. Hein. Est-ce qu'on s'engage pour les bonnes raisons, Géraldine, selon toi? Chacun pense qu'il s'engage, bien sûr, pour les bonnes raisons. Mais en fait, on peut s'engager pour de bonnes raisons et en fait avoir tort. On peut prendre, par exemple, le cas de certains Français qui ont, par exemple, collaboré donc avec justement le régime donc de Vichy, peut-être de bonnes raisons pour eux, et finalement, ils avaient tort. Le sens de l'histoire leur a montré qu'ils avaient tort. Le sens de l'histoire leur a montré qu'ils avaient tort. Le groupe peut noyer l'individu et c'est ça qui donne des limites à notre engagement. On ne se regroupe pas forcément pour les bonnes raisons, donc on ne milite pas forcément pour les bonnes raisons, on ne s'engage pas pour des choses qui en valent la peine finalement. Et voilà, je pense que l'engagement, parfois, peut avoir des limites quand on se noie. Quand on se noie en fait finalement dans un groupe qui ne nous correspond pas forcément. Par rapport à ce que tu dis, on va justement voir les différentes formes d'engagement aujourd'hui, quelle allure ça peut prendre. On regarde le reportage et on rediscute de tout ça après. En pleine crise économique mondiale, aujourd'hui, quel sens prend l'engagement? S'engage-t-on pour ou contre? On s'engage pour, normalement. Le problème, c'est que de plus en plus, oui, on s'engage contre, mais s'engager contre, ça n'est pas s'engager. On s'engage pour l'égalité raciale, pas contre le racisme. Engagement politique, militaire, citoyen, social, associatif, amoureux, les formes d'engagement se diversifient. Qu'ils soient pour ou contre une cause, les engagés sont toujours là, et ce, malgré la crise, à deux exceptions près, les syndicats et la politique. C'est le domaine politique et le domaine syndical. Je veux dire, les Français ont quand même un regard extrêmement critique sur la politique et les hommes politiques. Bon, il y a toujours cette question de l'abstention à chaque fois qu'il y a un rendez-vous électoral. Le taux d'adhésion aux partis politiques est très faible. Grande gagnante, les associations. En 1993, elles comptaient 8 millions de bénévoles contre 16 millions aujourd'hui. Alors qui s'engage? Le profil type? C'est un baby-boomer, sexagénaire, diplômé du supérieur. Oui, l'engagement associatif est sélectif et vieillissant. Les jeunes, eux, ont une autre préoccupation. Il faut donc trouver un moyen pour les faire venir. Il faut se motiver. La priorité, c'est l'insertion sur le marché du travail. Ce qui d'ailleurs a eu des conséquences sur la pratique bénévole. Autant dans les années 80, l'engagement bénévole était valorisé, considéré comme un don de soi, autant aujourd'hui, il est devenu légitime de participer à une association en attendant des contreparties professionnelles. En gros, soit on est bénévole et on cherche à le valoriser sur son CV, soit on est salarié rémunéré. C'est de plus en plus le cas. Ils étaient 600 000 au début des années 80. Ils sont 2 millions aujourd'hui en France. Donc, selon vous, est-ce qu'il existe encore une forme d'engagement répondant à la seule logique du don de soi? Alors, le don de soi, est-ce que ça vous parle, François? Oui, c'est pour moi une composante de l'engagement et je dirais plus don de soi, d'ailleurs, sans vouloir forcément
avoir quelque chose en retour. Il y avait dans le reportage quelque chose qui m'a un petit peu choqué, Très cynique. à savoir on s'engagerait alors dans l'associatif, dans le politique, en espérant avoir quelque chose en retour. T'es pas d'accord? Non, pas du tout. Depuis quand, dans l'engagement, on est là pour... Il y a une dimension généreuse, il y a une dimension de partage, de distribution. On n'est pas là pour recevoir, on n'est pas là pour avoir une contrepartie. C'est pas des actions, c'est pas la bourse. Donc ce cynisme, oui, il est réel, oui, il existe. Il est réel. Mais justement, il faut s'engager contre. Et pas seulement contre, comme ça a été dit dans le reportage, mais s'engager pour que ce cynisme disparaisse. Louise, le don de soi, comme ça, et ce que dit François. Moi, je trouve qu'à partir du moment où on s'engage, on attend quand même d'avoir une satisfaction de cet engagement. Après, je pense que l'engagement, c'est un don de soi et ça donne aussi la sensation d'exister. Je pense que justement, c'est beaucoup plus ces petites associations, comme les Restos du Cœur, par exemple, qui vont nous faire exister que les engagements politiques qui sont maintenant, comme... il est dit dans le reportage, plus délaissé en fait. Et Louis, toi qui a milité, oui, voilà. Est-ce que tu as l'impression que c'était du don de soi? Justement, j'aimerais revenir sur cette distinction et je trouve que Louise a parfaitement raison. Quand j'étais engagé au PS, au bout d'un moment, j'ai très bien compris que si au fond je quittais le PS, ça n'allait strictement rien changer. La machine politique que sont les partis aujourd'hui peuvent très bien marcher sans moi. Aucun problème. Par contre, si demain, moi, je rejoins les Restos du Cœur, je sais que je pourrais aider et faire du concret. C'est-à-dire, je sais que ça va servir des vrais gens, donner du concret. Moi, je me sens un peu réservé par rapport à ce qui est dit, mais pas tellement sur le contenu, mais les mots qui sont utilisés, en particulier le don de soi. Ce vocabulaire un peu solennel ou grandiose ne me plaît pas. Et je le rattache aussi à ce que nous avons entendu de la part des historiens qui nous rappelaient que l'engagement, initialement, c'est un engagement militaire ou religieux. Et là, en effet, que ce soit pour entrer au couvent ou pour monter au front, la question du sacrifice de sa propre personne, de son individualité, est immédiatement là. Il me semble, enfin moi personnellement, je n'estime pas dans mon engagement, disons, à Médecins sans frontières ou pour diverses causes politiques, je n'estime pas faire don de ma personne. Et à l'extrême inverse de la question du don de soi solennel, il y a les actions qui sont plus spectaculaires. Claire, ça permet aussi de se faire entendre, de se faire connaître? Je trouve que par exemple les Restos du Cœur c'est une très très bonne association, mais assez médiatisée finalement. Si, elle est tellement médiatisée, voilà, il y a les enfoirés qui font le concert, qui vendent leurs CD, etc. Que parfois c'est presque trop. Et je pense qu'il y a les vrais engagements peut-être qui sont vraiment en profondeur, et ils n'ont pas besoin d'être criés en fait. Et c'est là en fait pour moi où il y a un vrai don de soi, c'est quand c'est sincère. Si c'est voilà, vraiment pour être juste, pour passer à la télé, pour être médiatisé, c'est tout à fait hypocrite et ça n'a aucun sens. Alors ça peut être un autre niveau, ça peut être par exemple le tsunami en 2004. Voilà, il y a eu vraiment un mouvement énorme humanitaire autour du tsunami qui, moi, à l'époque, m'avait beaucoup impressionné en fait. Gêné un peu peut-être? Presque, ouais, parce que je trouvais ça... c'est genre, oh, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et ah, tiens, il faudrait peut-être qu'on s'engage parce que là-bas, ça s'est passé et qu'il y a eu un matraquage aussi d'images. On a vraiment concentré les gens sur ce tsunami. Donc, du coup, j'étais plutôt jeune en plus de ça. Et, oui. Votre réaction, René Broman, sur la médiatisation et ses effets positifs et secondaires? La médiatisation répond tout de même à un besoin qui est le partage public. Il faut rappeler qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, sauf à en revenir à un âge, disons, de la communication de pure proximité. Et je partage tout à fait ce qui a été dit sur les Restos du Cœur, à la fois l'importance de maintenir cette action, son utilité, et les réserves qu'on peut avoir sur cette espèce de compétition, être ou ne pas être dans le CD, dans l'émission, parmi les enfoirés, etc. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, pour ce qui concerne le tsunami, j'ai personnellement considéré, je l'avais dit en public, qu'on n'était pas dans une sorte de solidarité constructive, mais dans une hystérie émotionnelle. Il y a un moment où, du point de vue de la quantité, comme du point de vue du contenu du discours, il faut se fixer des limites. C'est là que se trouve la clé, je crois, mais on ne s'en passe pas aujourd'hui de la médiatisation, naturellement. La médiatisation pourrait être vue de plus en plus dans le monde entier, par tout le monde. Je voudrais qu'on termine cette émission par un reportage sur l'évolution de l'engagement dans notre monde globalisé et donc aussi l'émergence de plus en plus des mouvements transnationaux. Depuis les années 70, l'idée d'un engagement à l'échelle internationale a fait son chemin.
Les mouvements de contestation de la guerre du Vietnam, les manifestations de 68, comme l'apparition de grandes ONG telles que Médecins sans frontières ou Amnesty International en sont les symboles. Mais c'est lors des années 90, avec l'apparition du mouvement altermondialiste, que s'impose véritablement ce phénomène. Depuis la fin des années 90, avec le contre-sommet de Seattle et puis le Forum social mondial qui s'est tenu pour la première fois en 2001 à Porto Alegre, il y a vraiment constitution d'une société civile internationale qui se conçoit comme telle et qui se donne des lieux de rassemblement, des méthodes de discussion, d'élaboration collective, de création de réseaux internationaux pour des collaborations. Une société civile internationale qui émerge donc, presque 10 ans plus tard, 2008, en réaction à la crise économique, des mouvements comme les Indignés ou Occupy vont se multiplier. Les revendications locales des peuples tissent leur réseau au niveau global. Que ce soit pour défendre son droit à la terre, le droit à l'eau, le droit à l'emploi ou simplement le droit à la diversité culturelle, tous les mouvements se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils coopèrent ensemble. Ces mouvements se sont peu adressés à leurs États nationaux. Ils ont directement eu une revendication mondiale, planétaire, le système financier international ou des problèmes d'écologie qui sont des problèmes mondiaux. Et puis tous ces nouveaux mouvements ont un point commun. La forme de leur organisation. On abandonne la vieille structure pyramidale pour une structure horizontale, organisée en réseau. Ce sont des formes de réseaux souples qui fonctionnent beaucoup au consensus, où on cherche à trouver des points communs. On ne vote pratiquement jamais dans les réunions. Il y a tout un aspect d'organisation de la vie sur un mode égalitaire qui est assez neuf. Et aussi, c'est le caractère unanimiste de la revendication. Et donc, dans le slogan qui représente le mieux ce caractère, c'est « Nous sommes les 99%». On a rarement vu un mouvement politique se réclamer de 99%. On se réclame, je sais pas, du prolétariat, des agriculteurs, des petites entreprises. Des mobilisations qu'Internet va faciliter avec la libre circulation des idées et des images. Alors au vu de ce reportage, ma question c'est, est-ce que vous vous sentez en réseau avec les autres jeunes dans le monde? Séléné, ça a un sens pour toi? Est-ce que par exemple tu as l'impression que tu fais partie de ces 99%? Le truc c'est que cette organisation horizontale ça fait qu'ils n'ont aucun leader, donc aucune porte-parole ni rien du tout, donc on ne comprend pas vraiment leur message. Et parallèlement, eh bien, ils sont vraiment beaucoup, leur cause est noble, parce que bon, on changeait le système financier, etc. Mais finalement, est-ce qu'ils ont changé quelque chose vraiment? Parce que, que je connaisse moi, Obama n'a pas lancé de réforme financière, Hollande non plus. En Espagne, ils ont toujours autant de coupures budgétaires, donc c'est bien beau de s'engager, mais si ensuite ça n'aboutit à rien, c'est peut-être qu'il faut soit changer de forme d'engagement, soit... C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, c'est finalement la montagne qui accouche de la souris. Donc je sais pas, il faut continuer les mobilisations sans doute et continuer à s'engager, même si on ne voit pas de résultats effectifs tout de suite, et même si c'est frustrant. Si, il y en a des résultats quand même. Moi, j'aurais tendance à dire, je sais que Séléné est un petit peu hostile, mais en Italie, il y a quand même le mouvement 5 étoiles, ça a donné quelque chose finalement. On voit quand même, ils ont récupéré quelques villes, ils ont récupéré quelques régions. C'est le 3e parti d'Italie, très très bien, mais il n'a rien fait. Dans les négociations, il ne s'est rien passé. Et du coup, aux élections récentes, là, tout perdu, tout. Ouais, mais c'est que c'est compliqué, mais je pense quand même que ça offre finalement une perspective et changer, par exemple, même d'un point de vue politique, c'est-à-dire non, c'est plus les élites dirigeantes et toujours les mêmes qui gouvernent, mais on assiste à un peu un renouvellement. Et en Italie, on a quand même assisté à un renouvellement. On a vu des chômeurs qui ont été élus, on a vu... Donc c'est quand même... Et je pense que ça, c'est aussi à mettre en lien avec les indignés, finalement. C'est la base qui parle. René Bourman, est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements transnationaux changent quelque chose? Et entre autres, comme vient de l'évoquer Basile, ça remet en cause l'élite, finalement ça redonne autrement la parole au peuple, et c'est peut-être ça le changement de ces mouvements transnationaux? Moi qui suis de la génération 68, de la génération des années 60, je garde le souvenir de mobilisations transnationales qui me semblaient pas moins puissantes que celles que l'on constate aujourd'hui, et cela avant le règne
d'Internet et des médias sociaux. Il me semble que ce que le mouvement des 99%, des indignés ou d'autres, et peut-être aussi des 5 étoiles, moi personnellement, peut-être moins de sympathie pour, a priori, intuitivement, pour le mouvement 5 étoiles que ce que j'ai entendu là. C'est sans doute une partie de la transition difficile que nous vivons actuellement. On ne peut plus faire comme si la solution était dans les renversements de régime, dans les changements politiques. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve quand même assez intéressant dans le fait d'utiliser Internet comme outil politique. Je pense par exemple au mouvement Anonymous, où des gens du commun des mortels, particulièrement doués dans le domaine informatique, peuvent avoir accès à des données normalement confidentielles. Et c'est ça qui est assez intéressant avec Internet, c'est que ça dépasse complètement l'emprise qu'il peut y avoir sur les médias, parfois sur d'autres médias. Et tu as l'impression du coup que c'est un nouveau levier d'engagement? En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir exploiter avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Je pense qu'on peut tout à fait s'impliquer sur Internet, c'est transnational et on avait vu les effets que pouvait avoir ce réseau virtuel, notamment lors du printemps arabe, puisqu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup d'exhortations à la rébellion qui avait circulé sur Internet. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être 30 ans, 40 ans, on avait moins de causes pour s'engager, on s'engageait plus profondément en elles. Et aujourd'hui, il y a une offre qui est incroyable et l'engagement est plus instantané. Je pense que Internet nous rappelle cette mutation qu'il y a eu dans l'engagement et qui est liée, je pense, à l'ère des technologies numériques. Eh bien, merci à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu partager vos ressentis, vos connaissances, vos engagements, d'avoir discuté avec nous. Merci beaucoup, Ronnie Broman, d'avoir participé à cette émission. Et puis, à bientôt. Je pense que l'engagement, c'est une question importante, de plus en plus importante au vu de la crise et même de la crise morale, on peut en parler. Et je pense que, étant donné que c'est une notion énormément débattue et redébattue, je pense que c'est important de faire parler les jeunes sur ça. On est beaucoup confrontés à ça, mais sans en parler concrètement. Et donc, j'ai retiré quand même pas mal de choses et qui donnent à réfléchir. Savoir que ça va être vu, savoir qu'on va être vu par d'autres gens et que ça peut avoir un tout petit peu d'impact sur des gens devant leur